Mesdames, Messieurs, si vous croisez un candidat qui vous dit qu'on pourra s'en sortir sans faire un effort considérable, c'est qu'il n'a pas travaillé son dossier. Nous, on a réuni un petit groupe de travail, plus 800 000 étudiants d'ici à 10 ans, des ambitions quand même de réussite, parce qu'il faut quand même prendre des mesures fortes pour en sortir d'un système qui produit un gâchis économique et humain considérable. Et les grandes écoles n'y sont pas pour grand-chose, mais peut-être peuvent-elles donner un exemple à d'autres structures de l'enseignement supérieur. Si on a un objectif à la fois quantitatif et qualitatif, ça se chiffre. 11 500 € en moyenne de dépenses par étudiant, un peu plus pour les prépas, fois 800 000 étudiants, plus des mesures sociales et structurelles. Nous avons considéré que sur les 10 années à venir, c'était un effort de 20 milliards d'euros qu'il fallait produire. Ce qui veut dire qu'évidemment, à horizon de 10 ans, on installe une structure de dépenses supérieure en moyenne de 2 milliards. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est pas beaucoup par rapport aux défis, c'est beaucoup par rapport à l'état des dépenses publiques. Et donc nous avons, pour réaliser cet objectif, pensé qu'il était nécessaire d'aller dans deux voies. D'abord, un portage politique très fort, et c'est le sens de notre proposition d'une loi d'orientation. Pas là pour refaire des mécanos institutionnels, structurels, et redistribuer l'architecture, la gouvernance et le machin des institutions qui existent. On en a déjà assez donné dans ce domaine. Mais en revanche, une loi d'orientation qui porte une ambition budgétaire pluriannuelle, qui donne un peu de visibilité aux établissements et qui situe l'effort de la nation dans le long terme. Et puis la deuxième chose que nous affirmons avec beaucoup de force, c'est qu'il ne faut pas lâcher les exigences à l'égard des pouvoirs publics. Il ne faut pas qu'ils se débarrassent trop rapidement du sujet. Ils n'échapperont pas à un effort considérable. Mais il faudra aussi diversifier les ressources. Et donc nos propositions vont dans le sens de faciliter pour les établissements d'enseignement supérieur la diversification de leurs ressources dans tous les domaines, que ce soit la formation continue, les contrats de recherche, les fondations, mais aussi, je vais en dire un mot, les droits d'inscription. Nous proposons notre troisième mesure de revoir le modèle d'allocation des ressources aux établissements publics d'enseignement supérieur. Ce serait mentir que de vous dire qu'on a une solution toute faite à un problème technique compliqué. On insiste simplement sur le fait qu'on peut peut-être rediscuter des conditions d'allocation des moyens en faisant en sorte que, par exemple, le nombre d'inscrits au 1er septembre qui diminue de 50% au 30 octobre ne soit plus forcément le premier ou seul critère d'allocation des ressources. En même temps, il ne faut pas mettre en difficulté les établissements qui sont et comment on évolue dans ce modèle d'allocation. L'apprentissage est aussi un sujet d'actualité. On a des inquiétudes. On entend dire qu'il faudrait développer davantage l'apprentissage pré-bac versus l'apprentissage post-bac, comme si les deux étaient des alternatives. On lit des travaux ou des supposés travaux qui nous disent qu'au fond, l'apprentissage post-licence, c'est peut-être pas absolument indispensable à l'insertion professionnelle des jeunes, que ce serait presque un luxe, etc. On entend des choses comme ça. Et ça nous inquiète. On a vu une réforme qui redistribue la taxe d'apprentissage et prive en particulier les diplômes de licence de niveau L+3 des avantages de la catégorie A. Donc on est très attentif, très attentif au fait que les politiques publiques ne mettent pas en cause ce qui marche et qui tirent toute la filière d'apprentissage et lui donnent un peu de prestige. L'apprentissage, c'est bien à tous les niveaux. Il y a beaucoup de formes d'apprentissage, mais c'est bien aussi au niveau des masters, c'est bien aussi au niveau des licences. Et on défendra ça avec beaucoup de force, et en particulier, donc, nous souhaitons qu'au lieu d'arroser sans discernement et sans contrepartie en plus, une catégorie A réduite au bac+2, nous étendions la catégorie A au diplôme de niveau bac+3 aux licences. La mesure suivante concerne les droits d'inscription, pour laquelle nous sommes à la fois très sincères et très pragmatiques. La situation est différente selon les établissements, leur statut juridique,
pas dans la même position. Bon, évidemment, le sujet sensible, c'est celui des établissements qui délivrent des diplômes pour lesquels les droits d'inscription sont fixés administrativement, nationalement. Toutes les licences au même tarif, partout. Tous les masters au même tarif, partout. Et donc au tarif le plus bas possible. Et donc un tarif qui confine à la gratuité. Et pourquoi pas, c'est un choix. À ce moment-là, il faut dire comment on finance les choses. Bon. Je pense qu'il ne serait pas illogique que les diplômes fassent l'objet de droits d'inscription qui soient plafonnés, et pas de faire n'importe quoi. Et alors on a la chance d'avoir les contre-exemples de la folie d'un certain nombre de pays étrangers où c'est monté jusqu'au ciel et où ils ne savent plus comment se débarrasser maintenant du sujet parce que c'est devenu à la fois antisocial et puis ils ont une dette étudiante considérable. Donc puisqu'on a les exemples de l'absurdité, on n'est pas obligé de... Hein, inspirons-nous des exemples de l'absurdité et faisons des choses raisonnables, à la française. Mais entre zéro et les excès, il y a peut-être une marge de réflexion avec des modèles qui seraient des modèles qui sont là aussi français, de démocratie sociale, de droit progressif, avec des principes de différenciation, selon qu'on parle de la licence ou qu'on parle du master, avec la possibilité tout simplement, et puis allez, responsabilisons les acteurs, hein, que les établissements puissent eux-mêmes dire. Et après tout, une filière qui prépare à des métiers du secteur culturel où les salaires sont très bas, une filière qui prépare à des métiers de la finance où les salaires sont très élevés, est-ce que les droits doivent être les mêmes, même au sein d'un même établissement? Ce n'est pas certain. Alors laissons les acteurs discuter, laissons les acteurs se fixer des objectifs, dans le cadre éventuellement, encore une fois, d'une fourchette fixée nationalement. Voilà, la dernière proposition concerne, mesdames et messieurs, les frais d'inscription pour les étudiants étrangers extracommunautaires, c'est-à-dire ceux qui postulent à des études supérieures dans notre pays. Il faut qu'ils soient plus nombreux, il faut lever les obstacles juridiques à leur venue, c'est absolument indéniable. Il ne faut pas que les politiques des droits d'inscription freinent ces mouvements. Il faut l'ouverture la plus grande, parce que les gens qui viennent se former chez nous repartent et sont ensuite potentiellement des ambassadeurs de la France et de nos entreprises. Donc il ne faut pas freiner les flux, mais en même temps considérer le fait que, comme ça se passe partout, n'ayant pas payé d'impôts dans notre pays, il est assez logique qu'il supporte le coût des études de l'enseignement supérieur. Et donc nous sommes favorables à la CGE, à ce que les étudiants étrangers, après on peut discuter, moduler, faire des bourses, etc., mais parce que le revenu, le produit de ces droits d'inscription permettrait précisément justement d'avoir une politique sociale très ciblée, mais enfin nous sommes favorables à ce que les étudiants étrangers payent quelque chose qui ressemble au coût réel des études qu'ils suivent en France. Voilà les propositions de la Confédération des grandes écoles en matière de financement.